Bonjour Laura Beltran. Bonjour. Alors, vous intervenez depuis plusieurs années en région parisienne, principalement à l'hôpital, c'est ça ? Alors, je suis psychologue et je suis sexologue et j'interviens à l'hôpital, mais j'interviens aussi avec des groupes d'adolescents dans les établissements scolaires. D'accord, donc depuis lundi, vous dirigez en tous les cas ce séminaire dont on parlait il y a quelques instants. En quoi consiste très précisément ce séminaire, cette formation que vous venez assurer ces 2 semaines ? C'est une formation pour des professionnels du secteur de la santé et du secteur de l'éducation qui interviennent déjà avec des publics adolescents sur la question de la sexualité et de la vie affective. D'accord. Alors, votre domaine d'intervention, vous, c'est quoi ? Alors, je suis psychologue et sexologue. Alors, mon domaine d'intervention, c'est la santé et surtout la santé sexuelle. L'idée, c'est de pouvoir donner une image positive de la sexualité et pas que parler des maladies, de VIH, de grossesse non désirée. Mais mon domaine d'intervention, quand on parle de santé sexuelle, c'est quand même un aspect positif de la sexualité. D'accord, donc le message, c'est ça, c'est positiver. Oh, tout à fait. J'imagine que vous avez dû vous baigner, entre guillemets, un peu dans les réflexes, les comportements des jeunes ados ici en Polynésie. Quelles particularités avez-vous pu observer, s'il y en a, bien sûr, par rapport, par exemple, à ce que vous avez pu voir ailleurs ? Alors, je pense que les adolescents sont un peu toujours pareil dans tous les pays du monde. Partout. C'est-à-dire qu'il y a des questions qui sont universelles pour les adolescents. Après, peut-être qu'en Polynésie, une des choses qu'on voit aussi dans les chiffres, c'est qu'il y a des grossesses qui sont des grossesses un peu plus précoces quand même qu'on va trouver en métropole. C'est-à-dire que l'accès à la parentalité quand même est un peu plus jeune quand même qu'en métropole. Et après, par exemple, des pratiques comme l'utilisation du préservatif, les jeunes Polynésiens utilisent un peu moins le préservatif qu'en métropole. Alors, les grossesses précoces, on vous a expliqué pourquoi ? Alors, les grossesses précoces, il y a quelque chose, moi ce que j'ai compris en tout cas, c'est que avoir un enfant, c'était quelque chose de positif. Que la pratique de l'IVG était moins fréquente, etc. Après, le problème, c'est que quand on a un enfant à 15 ans, des fois, c'est compliqué de pouvoir s'en occuper. Et que des fois, ça va être les grands-parents qui vont s'occuper de l'enfant, etc. Et c'est un peu normal qu'à 16 ans, on ait envie de faire plein de choses et pas toujours que de s'occuper de son bébé. D'accord. Mais ces grossesses qui arrivent très tôt, ce n'est pas dû essentiellement au manque d'information. Alors, les jeunes ont de l'information. Je pense qu'aujourd'hui, à l'époque d'Internet, le problème, c'est pas un manque d'information. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait quand je me retrouve dans une situation dans laquelle je suis très amoureuse de mon copain et mon copain n'utilise pas un préservatif. Moi, j'ose pas parler du préservatif, par exemple, et je vais pas l'utiliser. Mais c'est pas que je ne sais pas que ça existe ou que je sais pas comment l'utiliser. En fait. D'accord. Alors, quels sont les obstacles auxquels sont le plus souvent confrontés ici les professionnels que vous avez, le premier groupe par exemple que vous avez rencontré, donc avec lequel vous travaillez cette semaine? Alors peut-être qu'une des choses qui ressort, c'est les parents. Les parents, c'est-à-dire que l'idée, c'est que l'éducation, c'est quelque chose qui se partage entre les parents et le milieu scolaire. Et que peut-être que les parents ne sont pas assez impliqués sur un certain nombre de sujets avec leurs enfants. Et je trouve que les parents ont un rôle essentiel, et essentiel aussi sur la question de la sexualité. L'idée, c'est que les parents ne vont pas parler de pratiques sexuelles avec leurs adolescents, bien évidemment, mais parler de respect, parler de consentement, faire la prévention des violences, parler de ce que c'est une relation affective, d'être en confiance, etc. Ça, les parents ont toute leur place là-dessus. D'accord. Alors, si les adolescents ne parlent pas de sexualité avec leurs parents, avec qui est-ce qu'ils doivent en parler ? Alors, je pense qu'il faut qu'ils parlent avec leurs parents avant d'être adolescents. C'est-à-dire que quand on est petit, les parents, ils ont un rôle très important de pouvoir transmettre des valeurs. D'accord ? À l'adolescence, c'est la période où on n'a pas envie de parler surtout d'intimité avec les parents. On va en parler avec ses amis, mais on va en parler aussi avec des professionnels. L'infirmière scolaire, par exemple, a un rôle essentiel dans l'éducation. Le professeur de SVT, il y a quand même des adultes qui sont là pour pouvoir répondre aux questions des adolescents, pour pouvoir les rassurer. Alors, vous avez très certainement pu constater, soit en parcourant la presse locale, en écoutant la radio ou en regardant la télé, à quel point les cas d'agression sexuelle occupent une place importante ici dans la société polynésienne. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Alors, malheureusement, les agressions sexuelles, les viols sont extrêmement fréquentes partout
pas que en Polynésie. Alors, ça touche vraiment tout le monde et c'est un vrai fléau sur lequel il va falloir se battre. Ce qui se passe en Polynésie, peut-être, mais la question que je me pose, c'est la question de la violence de façon générale. C'est-à-dire que quand on parle d'agression sexuelle, on voit que c'est aussi lié à un climat dans lequel on banalise, par exemple, le fait de frapper un enfant. On banalise que dans un couple, on puisse se frapper. C'est-à-dire quand un enfant voit un couple de parents qui est en train de se taper dessus, on est en train de transmettre un message dans lequel c'est possible de se frapper. C'est comme ça qu'on interagit entre hommes et femmes. Et ça, c'est un vrai problème. D'accord. Et c'est comme ça qu'on en arrive à des conclusions en disant, par exemple, c'est culturel. Oui. Alors, attention avec c'est culturel, parce que je pense que le respect de l'autre, doit être une valeur universelle. Alors, vous n'allez pas pouvoir changer les choses d'un coup de baguette magique. Cela dit, quelles sont les pistes intéressantes comme ça à explorer pour aider les jeunes, par exemple, à décoder les choses, à ne pas considérer, par exemple, que la sexualité et la pornographie, c'est pareil? Alors, je pense que les adolescents, on leur a beaucoup parlé de sexualité en leur disant « attention, danger ». Faites gaffe, les maladies, faites gaffe, les grossesses. Et du coup, c'est un discours que les adolescents, ils adhèrent pas à ce discours-là. Quand on parle aux adolescents de sexualité de façon positive, quand on leur parle d'envie, de désir, de plaisir, du coup, on est en train de transmettre des messages auxquels les adolescents vont pouvoir adhérer. Et si on veut que les choses changent, il faut que les adolescents aient envie d'avoir une vie sexuelle qui soit positive. Et quand on a envie d'un truc positif, on va faire gaffe. On va utiliser le préservatif, on va respecter son partenaire. Alors, je pense qu'une des clés, c'est quand même de renvoyer une image positive de la vie affective et de la vie sexuelle. On parlait de respect tout à l'heure. Alors, dans les cas de viol, justement, cette notion de consentement, semble-t-il, est parfois diversement interprétée, alors que c'est un peu le cœur. Tout à fait. La notion de consentement est essentielle, mais il faut les faire réfléchir aux adolescents ce que ça veut dire le consentement. Parce que des fois, ils ne savent pas très bien. Des fois, il y a beaucoup de filles qui pensent que parce que leur copain a envie de faire ceci et cela, c'est normal, il faut répondre à l'envie de leur partenaire. Et des fois, elles n'écoutent pas un petit peu ce qu'elles veulent, elles. Alors moi, je dis toujours, dans la sexualité, il faut être un peu égoïste. C'est-à-dire, il faut s'écouter soi. Et si on n'écoute que l'autre, du coup, on va être à côté. Alors, il faut un égoïsme partagé, si on pourrait le dire comme ça. Mais il faut écouter, avoir une bonne estime de soi. Parce que si on a une bonne estime de soi, on se respecte. Et si on se respecte soi-même, on va se faire respecter par la personne en face. C'est toute la difficulté, souvent, dans ces histoires de sexualité, d'être au même niveau, au diapason, au même moment, quoi. Oui, il y a toujours un décalage, mais la communication sert à ça. C'est-à-dire que plus on se parle... À combler le décalage. Oui, plus on se parle, le problème, on ne va pas toujours être d'accord à deux. Mais plus on communique, du coup, on va arriver à trouver un point d'entente. Mais pour ça, il faut se parler. Et parler dans l'intimité, c'est pas toujours facile. L'école peut être un bon relais pour, vulgariser le message assez tôt. Oui, l'école a un rôle essentiel, mais il faut qu'il soit relayé par le discours des parents. C'est-à-dire, l'éducation est quand même quelque chose qui se fait ensemble et il y a ce que vont évoquer les médias, par exemple, ce qui est dit à l'école, ce qui est dit à la maison. Et plus il y a un nombre d'interlocuteurs qui sont dans la même logique et dans la même longueur d'onde, du coup, plus le message va passer. Vous seriez, partante pour qu'il y ait davantage, justement, de présence. Avant, il y avait le planning familial, par exemple, qu'on enseignait, ça allait même jusqu'à l'école. Qu'il y ait un enseignement, justement, autour de la sexualité à l'école. Mais c'est obligatoire, c'est-à-dire que les circulaires de l'éducation nationale, il y a une loi qui stipule que c'est obligatoire qu'il y ait de l'éducation à la sexualité dans les établissements scolaires. Alors, ça fait partie d'une matière comme une autre, comme les maths ou le français. L'éducation à la sexualité fait partie du programme scolaire. Encore une chose, durant cette première semaine de formation, quelles étaient parce que vous avez en face de vous des professionnels, j'imagine. Donc, quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent, qui sont revenues le plus souvent? Alors, des professionnels qui sont déjà formés, qui sont déjà extrêmement engagés. Alors, il y avait la difficulté peut-être d'interagir avec des adolescents qui, des fois, peuvent croire tout savoir. Et l'idée, c'est de pouvoir les mobiliser. C'est-à-dire, je pense que
une des clés, c'est ça, c'est ce discours positif. Ce qui les a plus interpellés, c'est comment on peut utiliser des outils interactifs pour pouvoir mobiliser les jeunes dans une thématique que, bien évidemment, les intéresse, parce que la sexualité intéresse les adolescents. Et la semaine prochaine, ce sera pareil avec l'autre groupe que vous allez avoir? C'est ça. On a 2 groupes de 30 personnes. Alors, voilà, ça veut dire qu'il y a plein de personnes qui vont être impliquées. C'était une actualisation de connaissances. Il y a des informations qui sont quand même importantes à faire passer. Il y a plein de gens qui ne savent pas qu'aujourd'hui, par exemple, le sida, si on est bien traité, on ne transmet pas le virus du sida lors d'un rapport sexuel si le traitement est adapté. Et ça, c'est des informations essentielles que les intervenants doivent avoir et que les adolescents doivent avoir aussi. Et que ça ne s'attrape pas en se donnant la main. Tout à fait. Merci beaucoup, Laura Beltran. Je rappelle que vous êtes psychologue et sexologue donc à l'hôpital de Bicêtre en région parisienne et que vous dirigez donc depuis lundi et toute la semaine prochaine et également la semaine prochaine, c'est ça, un séminaire sur l'éducation à la sexualité. Merci. Merci à vous.